Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et vos invités ce matin, Thomas. Oui, à quelques heures des premiers résultats des élections américaines, je reçois ce matin 2 journalistes qui suivent depuis longtemps la politique américaine, la correspondante en France de la chaîne américaine CNN, Mélissa Bell, et Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Et je voulais qu'on s'intéresse ce matin à la manière dont les médias ont traité cette élection, parce que vu d'ici, on a l'impression qu'on est à l'apogée de la politique spectacle, avec Kamala Harris entourée de vedettes, encore hier avec Lady Gaga, Donald Trump qui joue à l'éboueur ou au serveur de fast-food. Est-ce qu'il n'y a que ça dans cette campagne, ou est-ce que les Américains ont quand même un petit peu entendu parler de leur avenir, Mélissa Bell ? Peu, je pense moins que d'habitude, justement parce qu'aujourd'hui, les candidats, à part tous ceux dont vous venez de parler, les apparitions au McDo, les stars, essaient de se faire entendre de l'autre côté, en fait. Et comment le faire ? Pas tellement en parlant de politique étrangère, ou même d'économie ou d'inflation, même si les stratèges de Donald Trump auraient bien aimé qu'il se focalise un peu plus sur l'essentiel de ce qui peut le faire gagner. C'est des coups de com' aussi, pour essayer de pouvoir parler au plus grand nombre d'électeurs et surtout se faire entendre par les électeurs qui n'écoutent pas, ne suivent pas les mêmes réseaux sociaux, ne suivent pas... C'est-à-dire que le paysage médiatique dont on va parler ce matin est tellement fracturé, divisé, qu'il faut des grands coups de com' pour espérer être entendu par ceux qui sont en face. Pour aller chercher des indécis, c'est ça ? Aussi peu nombreux soient-ils, oui. Ouais. Anne Toulouse, il faut chercher une image qui claque, c'est ça ce qu'ils cherchent, Kamala Harris comme Donald Trump ? Oui, alors moi, ce qui me frappe dans le rapport des médias américains avec leur public, c'est qu'en fait, les gens ne se tournent pas vers les médias pour être informés, mais pour vérifier leurs préjugés. C'est-à-dire, c'est ce qui me frappe souvent chez les gens. Je leur dis, mais attendez, vous êtes démocrate, vous allez lire le Washington Post. Pourquoi de temps en temps vous ne liriez pas le Wall Street Journal ? Ou pourquoi, au lieu de regarder, vous savez, on peut dire qui vous êtes parce que vous regardez. Vous avez des chaînes de télévision comme Fox News à droite, on va dire pour simplifier, MSNBC à gauche, CNN qui penche plutôt du côté gauche. Oui, qui est... Ah, vous dites au milieu, c'est très difficile de trouver quelque chose qui vous donne simplement de l'information. Mais en même temps, les gens ne demandent pas ça. Ils veulent, s'ils sont trumpistes ou... D'abord, il faut dire que vous n'avez pas un pays où vous avez la moitié des gens qui soient trumpistes à fond ou les autres qui soient complètement acquis aux vues démocrates. Parce que si vous regardez, vous avez 30% de chaque côté et au milieu, vous avez un volant d'indépendants qui sont ceux qu'il faut séduire et qui sont ceux peut-être qui s'intéressent le moins à la presse. Ouais. Mais... quand je suis aux États-Unis, j'ai à proximité de l'endroit où je travaille 2 télévisions. Et j'en ai une sur MSNBC et CNN et l'autre sur Fox News. Et je suis comme dans un match de tennis. Là. Je vais d'un côté et d'autre parce que je me dis que la vérité est quelque part au milieu. Et justement, ce qui a beaucoup changé, par exemple, depuis 2016, ce que vous dites est très vrai, c'était déjà le cas en 2016. Ça n'a fait que s'amplifier. Et ce qui a changé aussi, c'est la place qu'ont les médias traditionnels, les legacy medias maintenant, par rapport aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que, effectivement, quand on regarde, on imagine par exemple en Europe, on a encore, il me semble, des espaces médiatiques partagés, une réalité partagée. C'est beaucoup moins le cas aux États-Unis aujourd'hui. Suivant qu'on regarde telle chaîne ou qu'on lise tel journal ou tel journal. C'est toujours très tranché, c'est ça ce que vous dites ? Ça l'est beaucoup plus, et la population est beaucoup plus fracturée par rapport à cette réalité commune dans laquelle elle vit, ce qui est amplifié bien sûr par les réseaux sociaux, qui ont pris une place beaucoup plus grande dans cette campagne qu'ils ne l'avaient en 2016. Vous dites qu'aujourd'hui, est-ce que pour vous, ils ont pris le pas carrément sur les médias traditionnels, ces réseaux sociaux ? C'est eux qui dominent la campagne aujourd'hui ? On le voit par les apparitions qu'ont fait les candidats, en se focalisant beaucoup sur des podcasters, Kamala Harris surtout. Et on sait que comment fonctionnent ces réseaux sociaux. Vous parliez d'amplification du point de vue dans les médias traditionnels. C'est bien sûr encore plus important dans les réseaux sociaux, où en plus il n'y a pas ce filtre d'intégrité journalistique qui veut que les faits soient vérifiés. Les fausses informations, on parlait tout à l'heure avant de prendre l'antenne de cette histoire de migrants haïtiens qui avaient mangé leurs animaux domestiques. C'était né d'un post Facebook amplifié par les réseaux sociaux et les cadres du Parti républicain qui a pris une place absolument absurde dans cette campagne. Donc oui, cette fois-ci, c'est cette tendance qu'ont les réseaux sociaux à renforcer les préjugés, les idées politiques des gens, à les amplifier. Qui ont eu une remarquable influence. Avec la particularité en plus d'avoir le dirigeant du réseau social peut-être le plus puissant en matière politique, c'est-à-dire Twitter X aujourd'hui, et son dirigeant Elon Musk qui est un fervent soutien de Donald Trump. Est-ce que ça pose pas une vraie question, ça aussi, Anne Toulouse ?
Oui, alors cela dit, si vous regardez les chiffres, les gens s'informent autant sur les télévisions que sur les réseaux sociaux. Je regardais une enquête de Pew ce matin. Donc la télévision n'a pas perdu, c'est quand même encore le grand vecteur. Oui, c'est vrai que ça n'est pas un hasard si Donald Trump et Elon Musk se trouvent sur le même bateau, parce qu'il y a le même côté. Bon, Elon Musk, c'est pas seulement Twitter, hein, c'est une grande partie de tout ce qui fait la vie quotidienne et autres des Américains. Je dirais que c'est comme Henry Ford au moment où il a inventé l'automobile. C'était pas forcément un personnage sympathique, Henry Ford. Hein. Ouais. Il avait des sympathies pour l'Allemagne nazie. Il n'empêche qu'il a transformé l'Amérique. Et quand vous regardez Elon Musk, il est aussi l'espace, la voiture électrique, les communications. Donc, il projette en fait cette image aux côtés de Donald Trump que tout passe par une nouvelle façon de voir la vie. C'est une sorte de négation de l'ordre ancien où effectivement on regardait la télévision, on lisait son journal et maintenant il y a cette espèce d'explosion planétaire des médias. Avec cette place en plus qui lui est promise dans le gouvernement de Trump si Trump gagne, et tous les, vous disiez très justement, c'est pas seulement lui, c'est des milliards de dollars avec l'État qu'a Elon Musk et ses entreprises. On parle même plus de conflit d'intérêts, mais d'un intérêt dans le conflit. C'est-à-dire qu'il a une place primordiale aussi dans le fait que Donald Trump gagne, avec tout ce que ça peut vouloir dire pour lui et ses entreprises. Et si on revient aux médias traditionnels, en France, la quasi-totalité des grands médias penche plus ou moins nettement en faveur de Kamala Harris. Quel est le rapport de force aux États-Unis dans les médias ? Est-ce que là aussi, il y a un prisme plus démocrate ? Qu'est-ce que vous diriez, vous, Isabelle ? Ça dépend des médias. Ce qui est intéressant dans cette campagne, c'est que des grands journaux comme le Washington Post choisissent sous Jeff Bezos de ne pas se prononcer, alors que c'est inhabituel. Ils ont perdu des centaines de milliers d'abonnés en conséquence. Et même au-delà des grands groupes médiatiques. Vous à CNN par exemple, est-ce que parce que CNN a souvent été accusé d'être plutôt pro-démocrate, est-ce que c'est le cas ? Est-ce que ça veut dire que c'est plus difficile aussi pour vous par exemple d'aller couvrir la campagne de Trump aujourd'hui ? C'est né avec Donald Trump, c'est-à-dire qu'en 2015, quand il a fait son apparition sur le paysage médiatique, nous, notre chef à l'époque, Jeff Zucker, disait c'est parce qu'on est pour la vérité qu'on a l'air d'être contre Donald Trump. Et donc cette bataille est née entre lui et nous, et d'autres médias, The New York Times, The Washington Post, etc. Et donc plus on a essayé de continuer à faire notre travail de journaliste, plus il s'en est pris aux médias traditionnels. C'est né là et ça continue bien sûr encore aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire que le positionnement de groupes médiatiques comme le mien doivent changer. Ça reste un travail de journaliste dans des conditions plus difficiles, mais bien sûr transformé par le fait qu'on est ennemi public numéro 1, bien sûr. On va poursuivre cet échange dans un instant. Ce sera juste après le journal des médias de Julien Pichenet. Oui, le journal des médias. Et ce matin, on va parler notamment de ces chaînes de télé françaises qui vont, dans les prochaines heures, se mettre à l'heure américaine. Gros dispositif en vue ce soir. Ouais. On va tout vous détailler dans un instant avec Julien Pichenet. À tout de suite. Culture Média. 9h30, 11h.